Je vais me tourner maintenant vers Olivier Perra. Olivier Perra, c'est quelqu'un à qui nous devrions penser tous les matins en branchant notre machine à café. Car si celle-ci n'explose pas, c'est à lui que nous le devons. Du moins, si on a pris la précaution d'acheter un percolateur qui réponde bien aux normes de l'AFNOR. Directeur général de l'AFNOR, Olivier Perra, vous êtes constamment au cœur d'un système qui doit rechercher tout à la fois la sécurité du consommateur et le consensus national et international sur les critères auxquels nos casques de chantier, nos cocottes minutes ou l'eau que nous buvons doit répondre. Sans ce consensus, ce sont les échanges mondiaux qui seraient bloqués, nos cartes de crédit seraient refusées dans tel ou tel pays et les conteneurs seraient incapables d'embarquer dans des bateaux de commerce qui ne seraient pas aux mêmes normes. Comment vous faites pour trouver ce consensus ? Comment passe-t-on dans ce domaine de la défiance vis-à-vis de ce qui vient parfois de loin ou d'un concurrent? Comment peut-on passer de la défiance à la confiance? C'est sur ce thème que nous aimerions vous entendre. Olivier Perra, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci pour cette invitation et effectivement merci pour avoir, je ne l'aurais pas fait spontanément, mais pour avoir partagé avec chacun ici ce qui nous fait vibrer, ce qui intéresse, ce qui donne envie. On n'est pas chez Favi ici, mais on est chez AFNOR et M. Zebry c'est un ami personnel. Et effectivement, les AFNORiens sont tous très désireux d'aider parce qu'ils veulent aider. Et aider, c'est quelque chose qui consiste effectivement à contribuer à un monde plus sûr, moins de danger, plus prospère, parce que s'il y a des échanges, s'il y a de la confiance, c'est quand même mieux. Plus solidaire aussi, parce qu'on travaille également sur ces questions-là, pour faire en sorte que les normes volontaires, hein, pour ça, on est sur des normes volontaires. Ça, c'est un format A4. C'est un format international A4. Vous trouvez des imprimantes, vous trouvez des enveloppes, vous trouvez des scanners, il n'y a pas de problème. Si vous voulez trouver un format A4,5, il n'y a pas de problème. Mais vous pourrez le commercialiser, vous aurez sans doute du mal à le vendre. Et c'est ça l'intérêt des normes volontaires, c'est qu'en fait, ça facilite les échanges. Je crois que c'était le philosophe Alain, que je n'ai pas personnellement connu, mais j'ai lu en tout cas ses ouvrages. Non, mais j'étais quand même le tigre dans le moteur, hein, donc ça, je m'en souviens. Et donc Alain disait, il est plus facile de légaliser certaines choses que de les légitimer. Il est plus facile de légaliser certaines choses que de les légitimer. C'est vrai que, alors, en plus, c'est l'Assemblée nationale qui nous reçoit. Je devrais me mettre tout petit. Mais on est sur des choses, justement, en ce qui concerne les normes techniques, où on cherche le consensus entre les parties prenantes. C'est une notion fondamentale. Et on essaye toujours de faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes participent aux travaux. Il se peut que l'une d'entre elles nous dise « écoutez, j'ai mal à, parce que j'ai un problème, mes containers ne rentrent pas dans les endroits les transports ne se font pas dans de bonnes conditions, les fichiers MP3, avant qu'ils existent, et qu'il fallait d'abord les normaliser. Maintenant, les jeunes kiffent grave, comme on dirait, tout ce qui est MP3, mais n'ont aucune reconnaissance pour l'ISO ou pour l'IEC, qui sont les organismes internationaux qui ont travaillé sur ces questions-là, permettant le décodage à la volée des données et permettant les transferts de fichiers. Légalement aussi, le transfert de fichiers informatiques, cette fois, eh bien, il y a des normes internationales pour faire en sorte que 10 ans plus tard, ce ne soit pas une décision prise à Seattle, je dis Seattle au hasard, hein, qui fasse que l'on ait le droit ou pas de lire un fichier qui a été écrit 10 ans plus tôt par un grand-père, par une relation d'affaires ou ce type de choses. Donc les normes sont destinées à faciliter les interactions entre les parties prenantes à l'instant T et à l'instant T plus X années. Je crois que c'est un point important à souligner. Au niveau des parties prenantes, il y a deux catégories qui ne viennent jamais aux réunions. On ne les invite même pas d'ailleurs. Ce sont les générations futures et c'est la biosphère. Mais en même temps, nous essayons de prendre en compte les besoins justement de ces parties prenantes, car ce ne serait pas un monde responsable si nous n'étions pas amenés à faire des choix qui tiennent compte de ces choses-là. Donc au niveau des chargeurs téléphoniques, je fais partie modestement, il y a 3 personnes avec moi, mais des personnes qui ont contribué à faire en sorte que les chargeurs téléphoniques soient normalisés au plan international, ce qui fait qu'on évite que 3 milliards de chargeurs, avec le cuivre qui est associé, soient jetés chaque année. 3 milliards de chargeurs. Bon. Des fois, on a le sentiment d'être un petit peu utile, et là, je pense que j'ai été un petit peu utile. Sur ces questions alors, la normalisation, je dirais que c'est un peu une sorte de forme de médiation technique. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre en compte une situation, on essaye de prendre en compte des problèmes observés. Donc, quelque part, certains disaient que les contrats ne sont que la somme des avatars rencontrés par chacune des parties avant la signature du contrat.
Disons que la normalisation volontaire sur laquelle nous travaillons, donc on n'est pas sur la réglementation à nouveau. On essaye d'abord de faciliter la vie des gens, d'essayer d'éviter que certaines choses ne se reproduisent. Donc si par exemple des conceptions qui sont recommandées par des normes apparaissent à l'expérience comme pouvant être améliorées de cette manière-là ou de cette manière-là, eh bien on va l'embarquer dans la prochaine génération de normes volontaires, parce que, signe particulier, les normes volontaires sont en général questionnées tous les 5 ans. Je ne sais pas si dans cette noble maison, tous les textes qui ont été publiés par cette noble maison sont questionnés tous les 5 ans. Je ne sais pas, c'est une suggestion. Hein. Mais en tout cas, on pourrait les soumettre à la norme AFNOR, ça serait intéressant. Ah, en tout cas, nous, notre stock, il est régulièrement questionné, et pour dire stop ou encore, stop, encore, la même chose, différent, etc. Et ça, je crois que c'est un point qui correspond tout à fait à une évolution utile, parce que la relation, et vous parliez de relation de volonté morte ou de volonté vivante, eh bien, la norme vise à s'inscrire dans une relation entre des vivants, le plus souvent, parce que ce sont des acteurs. Si, un exemple de norme, c'est la langue. Si je commençais à apprendre un dialecte complètement inconnu, eh bien, je pourrais communiquer, mais vous ne me comprendriez pas, ou c'est moi qui m'exprimerais d'une manière incompréhensible. Et donc, par rapport à ces notions-là, nous essayons de fournir des éléments, je dirais, d'interaction entre les parties prenantes. Alors, en l'occurrence, quelqu'un de bien plus capé que moi, qui est l'ancien secrétaire général de l'ISO, est dans la salle et interviendra tout à l'heure sur le sujet. Donc, j'ai un tout petit peu défloré le sujet, mais c'était pour faire la bande-annonce. Et donc, je vous invite à être extrêmement attentif à ce qu'il pourra dire. Ayez simplement en tête le fait qu'il y a 20 ans, 90% des travaux, enfin 25 ans maintenant, étaient franco-français. Les Français normalisent pour des Français. On avait du 21-27. On avait du 21-27, ceux qui s'en souviennent. Vous êtes trop jeune. Moi, je peux vous dire que je m'en souviens. Absolument. Hein. Donc, le 21-27, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas le rapport de racine de 2 sur 2. Vous êtes avec moi? Et que donc, pour les réductions de photocopie, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on est passé au 21-29-7. Et à 0, ça fait 1 mètre carré. Vous vérifierez, rentrez chez vous si vous avez un doute, etc. Non mais, et donc, c'est dès qu'on a commencé à voir apparaître des mécanismes de reproduction, d'impression, de in quarto, etc., qu'on a besoin de ces choses-là. Donc, il y a 25 ans, franco-français, 90%. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 90% des normes sont faites par les Européens pour les Européens ou par le monde entier pour le monde entier. Donc, on est maintenant coproducteur de normes. Et donc, on est amené dans un cadre multiculturel, ce qui n'est pas inintéressant parce qu'on se rend compte que par rapport au conflit, entre guillemets, constructif, la relation n'est pas forcément toujours la même. Et par exemple, j'ai un exemple en tête dans le cadre des travaux de l'ISO, donc de l'Organisation internationale de normalisation. Nous avions un sujet, il y a maintenant 2-3 ans, extrêmement compliqué. Et alors, les Européens suaient sang et eau et essayaient de faire changer d'avis l'Américain, et se disait que la Chine devrait plutôt aller dans notre direction à nous. Et donc les Européens étaient à la manœuvre, poussaient, avaient trouvé quelques alliés. Et puis, finalement, le point de vue européen obtient gain de cause, et je viens vers l'ami chinois, qui est un ami très sympathique. On se connaît bien, et j'ai encore été le voir la dernière fois que je suis passé là-bas. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'es pas intervenu? Et il m'a dit, j'avais le sentiment que les choses allaient dans la bonne direction. Donc, ce n'était pas la peine que je m'implique. Je voyais, je regardais parfaitement ce qui se passait, je comprenais, etc. Ça allait dans la bonne direction. Il n'était pas nécessaire que je m'implique. Intéressant quand même. Ce qui veut bien dire que la notion de silence, on revient tout à l'heure sur l'intervention de la fin de la matinée, tu ne me l'as pas demandé. Ben non, pour lui, il estimait que ce n'était pas nécessaire d'intervenir parce que tout se passait comme il fallait. Alors, pour cette sorte de confiance que nous bâtissons entre acteurs, alors là, je dirais en tant qu'acteur national au sein d'un système international, il se trouve que je suis vice-président de l'ISO, donc je suis bien placé pour comprendre à peu près comment ça peut se passer entre les continents, les régions, les pays avancés, les pays moins avancés, etc. Et je dirais que la qualité d'un partenaire, c'est d'abord effectivement l'histoire, vous l'avez dit, c'est très important. La relation, l'histoire, mais ça peut être un élément chargé. On sait bien que, je ne citerai pas le pays, mais on sait bien qu'avec cela, qui sont des gens très sympathiques, mais il faut toujours passer 2 fois derrière pour leur rappeler qu'il y a une échéance. Parce qu'ils n'y penseront pas, parce qu'ils estiment que ce n'est pas très grave. La notion de prévisibilité me paraît être un élément très important aussi. Si nos partenaires sont prévisibles, c'est un facteur de confiance. Alors la notion aussi d'égalité d'humeur. Alors là encore, on peut tous avoir une considération de la chose qui varie suivant les personnes. Et vous avez des cultures qui sont beaucoup plus ouvertes aux conflits ouverts, mais apparents. Je me souviens d'une fois où j'avais reçu une déclaration, bon, je ne citerai pas par correction, en plus ça pourrait poser un problème diplomatique, mais bon, vraiment une déclaration extrêmement agressive. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait, etc. Et puis à la pause, je vais voir la personne, et puis
comme si de rien n'était. En fait, il fallait qu'il produise son effet publiquement, mais en privé, il n'avait aucun problème. Donc, il faut bien prendre en compte cette dimension aussi théâtrale. Bon, la notion de loyauté, c'est très important. Et donc, en tout cas, c'est ce qui nous permet, au niveau je dirais, de nos travaux, de construire cette confiance. Alors après, éventuellement, je voudrais peut-être parler d'une expérience que nous avons connue en tant que, je dirais, organisme parti à une médiation, parce qu'il peut aussi arriver, les cordonniers sont chaussés, les transporteurs sont transportés, et donc ceux qui font de la médiation technique peuvent participer à des travaux de médiation. Et donc, dans le cadre d'une relation, je dirais, complexe, qui s'échelonnait sur plusieurs années, de longues années, avec un autre organisme dans un domaine voisin ou comparable, en tout cas avec lequel il y avait beaucoup d'interactions, eh bien, nous avions un différent, enfin un plus loin différent, c'était loin d'être indifférent. Et c'était une relation très, très compliquée, avec un écosystème. Et donc, on se rend bien compte de la complexité de l'écosystème et du fait que, quelque part, je crois que c'était le barreur, il était dit que dans le cadre de la Coupe de l'América, le barreur américain qui perdrait la Coupe devrait mettre sa tête à la place de la Coupe. Ça motive. Et on peut se demander si à un moment donné, ce n'était pas ce qui se passait chez le partenaire, parce qu'il y avait il y avait parfois des mouvements qui étaient difficiles, je dirais, à prendre en compte. Et donc le fait, grâce à la médiation, de pouvoir reconnaître déjà que nous étions d'accord pour ne pas être d'accord, c'est un élément que je me permets de souligner parce qu'il est très important. Nous étions d'accord pour ne pas être d'accord au démarrage. Point numéro 1. Point numéro 2, écrire. Et là, je dirais que je ne serai jamais assez reconnaissant auprès du médiateur qui a forcé à écrire. Parce que quand on est dans le non-dit, quand on est dans l'imprécis, ça peut alimenter un certain nombre de légendes. Mais s'il s'agit d'aller construire un futur ensemble, il faut écrire, ne serait-ce que des grandes lignes pour avoir une sorte de vision partagée. Il ne s'agit pas d'écrire un contrat, on n'a pas écrit un contrat, mais en l'occurrence, on a essayé de définir un certain nombre de principes qui étaient des principes vivants. Et ça, le fait d'écrire, ça voulait dire une implication, ça voulait dire qu'il fallait préciser, et une vigilance également aussi du médiateur pour éviter toutes les phrases pièges qui ressortent un petit peu. Enfin, c'est presque Astérix en Corse, si vous voulez, pour ceux qui l'ont lu. Je vous recommence. Vous connaissez, à un moment donné, il y a un chef qui explique à Astérix que c'est un endroit, enfin, c'est une personne avec qui il a un problème. Et alors Astérix lui dit pourquoi, et le chef lui dit on ne sait plus très bien pourquoi, mais c'est très grave. Et il y avait un peu de ça, si vous voulez. Donc la médiation, le fait de parler, a permis aussi de mieux comprendre, d'être tous d'accord sur le fait que chacune des deux organisations avait un passé tout à fait exemplaire et que précisément il s'agissait de construire pour faire ensemble des choses demain, qu'on n'était pas sur une logique d'opposition, et alors là ce serait presque ma conclusion, que un peu pour emprunter cette fois non plus à Alain mais à Saint-Exupéry, il s'agissait de regarder ensemble dans la même direction. Voilà. Merci à vous. Là aussi, petit tour de questions dans la salle. Concrètement, la médiation en matière de normes, pratico-pratique, ça se pratique, ça se fait comment? Ce que j'évoquais, en l'occurrence, il peut y avoir deux niveaux de médiation par rapport à des normes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la norme, n'étant pas utilisée, peut conduire à une divergence dans l'exécution d'un contrat, parce que chacun a interprété de manière incorrecte la norme, ou en a dévié sans prévenir le partenaire. Ça, c'est donc un premier point. Le cas dont je parlais, en fait, c'était une médiation entre organismes qui travaillent sur la base de normes et donc qui doivent naturellement se mettre d'accord. Par exemple, l'exemple que je prends n'est pas dans ce domaine-là, mais dans le domaine de la normalisation donc j'espère que vous avez pensé un tout petit peu à moi ce soir, sur le véhicule électrique. Le véhicule électrique, si vous demandez à des constructeurs auto qu'est-ce que c'est, ils vont vous dire c'est un véhicule qui se trouve fonctionner à l'électricité. Si vous demandez à une grande compagnie nationale c'est quoi un véhicule électrique, ils vont vous dire que c'est un truc électrique qui se trouve avoir des roues. C'est la même chose, mais simplement chacun le voit sous son angle à lui. L'un voit le 6, l'autre voit le 9. Et donc là, ce que j'évoquais en matière de médiation, c'était entre organismes qui, travaillant sur des sujets avec des interactions, devaient fatalement, dans l'intérêt du monde extérieur, se mettre d'accord. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, on ne peut pas avoir des processus parallèles, il faut avoir un processus unique. Et donc la question, c'était comment incorporer les parties prenantes de l'ensemble des secteurs, si vous voulez.
Donc c'était ça que je voulais situer dans le cadre de mon intervention. Maintenant, et ça c'est un échange que j'ai eu avec l'un des participants qui est avocat, qui est magistrat de formation et belge également, de nationalité, c'est le fait qu'au niveau de la normalisation technique, de la médiation technique, on serait certainement très intéressé par des retours de contrats qui ont pu, ou de relations d'affaires qui ont pu être, je dirais, un peu meurtri, soit par une norme mal formulée ou imprécise, ça peut exister, soit par l'inexistence de normes. Et donc, s'il y a la norme, comme je le disais, ça sert à simplifier les coûts de transaction. Si d'emblée chacun comprend ce que c'est que telle nuance d'acier, c'est pas la peine de repasser par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On sait ce que c'est. Si je vous demande un boulon d'huître et que la norme le définit de manière précise, le filetage aussi, il n'y a pas de débat. Il faut quand même savoir qu'il y a eu des sondes qui ont été perdus, je crois que c'était Mars Explorer, parce que les uns avaient raisonné en système métrique et les autres en système impérial. Vous voyez, mais ce qui fait qu'au moment de l'impulsion, certains raisonnent système métrique, la masse est la même, hein, et puis les autres raisonnent en système impérial, ce qui fait que la pichenette qui est donnée pour changer de trajectoire n'est pas la même. Et donc depuis ce temps-là, la NASA a dit dans système métrique pour tout le monde. Vous voyez, c'est là l'intérêt des normes. Le système métrique est un exemple de norme internationale qui est repris par le plus grand nombre de pays, à l'exception de certains qui n'ont pas signé non plus de grandes conventions internationales.